Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Artefact pour présenter le collectif MIMS. Aujourd'hui, on accueille 3 artistes qui vont se présenter. Donc la première question, justement pour nous mettre dans le bain, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter, donc votre nom, votre parcours pro, vos études, et ensuite votre rôle dans le collectif, mais ça on le fera plus tard. Donc s'il vous plaît, votre nom, votre prénom et votre parcours pro et études, s'il vous plaît. Bonjour, moi je m'appelle Jasmine Lee, je suis bassiste, contrebassiste, compositrice. J'ai fait des études de jazz à l'école Jazz à Tours et au conservatoire, voilà. Et là ça fait depuis 2022 que je suis professionnelle, je suis musicienne plutôt de scène. Voilà, je suis intermittente du spectacle, c'est mon métier à plein de temps et je compose beaucoup pour quelques projets. Génial, merci. Alors moi du coup je m'appelle Mahmoud Sadi, je suis pianiste, saxophoniste de jazz et compositeur également. Je suis actuellement en études supérieures en musique au Postu 93 dans un double cursus. Je mets rapidement les acronymes DNSPM pour cycle professionnel de musicien et DE c'est plus pour enseignement. Et avant ça, j'ai fait également des études en conservatoire régional départemental en piano et en saxophone en jazz où j'ai obtenu des DEM jazz et aussi la licence et une master musicologie, mais 2 masters à Paris 8 et un autre à Gustave Eiffel. Et actuellement, en plus de mes études, je fais un peu dans des collaborations, je crois que j'utilise un peu de mes projets perso, notamment un en trio, etc. Merci. Bonjour, je m'appelle Anis Belkadi, je suis compositeur de musique de film. J'ai étudié à l'école normale de musique de Paris, la composition avec Béatrice Thirier, et après à l'université de New York avec Michael Levine. Et là, ça fait depuis 2022 aussi que je suis musicien professionnel, enfin compositeur de musique de film. Je fais beaucoup de documentaires et de défilés de mode, donc des documentaires pour Arte, France Télévisions et des marques plus de luxe. Et voilà, donc c'est mon métier aussi. Je suis signé chez un éditeur et je fais ça à temps plein depuis quelques années. Génial, merci beaucoup. On va parler un petit peu plus tard d'un collectif que vous venez présenter. Sauf qu'avant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, chacun d'entre vous, pourquoi vous avez décidé de rejoindre un collectif. En plus du côté humain, mais musicalement, ce que ça peut vous apporter, s'il vous plaît. Eh bien, je trouve ça toujours trop chouette de rencontrer déjà des nouvelles personnes. En fait, c'est vraiment un nouveau cercle là qui se crée, des nouvelles rencontres. Moi, je viens de Tours et en fait, je fais de la musique avec les gens avec qui j'ai étudié beaucoup. Et donc là, ça me permet de rencontrer d'autres personnes et c'est vraiment agréable. Il y a des gens de partout, c'est cool. En plus, eh ben, c'est un collectif avec des valeurs que je partage énormément et c'est des valeurs qu'on retrouve pas partout. Surtout dans le jazz je trouve, et donc voilà, ça fait plaisir de se sentir entouré, c'est un aspect de communauté qui est vraiment chouette. Génial, merci. Moi, dans mon cas, c'est surtout pour sortir de ma zone de confort. Parce que comme Jasmine, je suis plus du jazz. J'avais fait un petit peu de musique de film, musique à l'image dans mes études, mais ça s'est limité que à ça. Et le fait justement de rejoindre ce collectif dont on va parler tout à l'heure, ça m'a permis de sortir justement, comme je viens de dire, de sortir de ma zone de confort et de découvrir des gens qui sont de milieux totalement différents parallèlement de me créer un réseau de contacts pour pouvoir l'utiliser dans mes projets, dans mes collaborations. C'était vraiment une porte de vitrine, je dirais. Moi, ça faisait un bout de temps que je voulais m'engager de toute façon dans ce genre de mouvement et d'activité. Et donc c'était juste le bon timing pour moi, mais bon, ça on va en reparler après. Mais ça faisait longtemps de toute façon que je voulais faire ça. J'ai aussi fait de l'enseignement aussi en conservatoire, donc toujours été proche de toutes les manières de partager de la musique, quoi, et d'être très inclusif et ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'était un prolongement de ça. Trop bien, merci. Et si vous deviez décrire individuellement votre univers musical en 3 mots ou plus peut-être, ou moins, ça serait quoi? Ouais, trois mots, c'est court. Challenge. Ouais, je dirais mystique, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance vraiment un peu particulière où je mélange beaucoup d'instruments, parfois peu utilisés, beaucoup de glitch, de textures et tout.
Donc mystique, cinématique et j'espère émouvant. Voilà. Ouf, moi dans mon cas, je dirais quand même, allez, le premier mot que je vais utiliser c'est ouvert, parce que même si je suis dans le jazz, je suis quand même ouvert à d'autres styles musicaux, même à d'autres univers tout court. Euh, Conteur, parce que des fois ça m'arrive d'écrire des morceaux qui racontent quelque chose, qui racontent une histoire. Et troisième mot, surtout instrumental, parce que moi c'est surtout l'aspect instrumental, même si ça m'arrive d'utiliser d'aller vers du vocal et tout, mais c'est majoritairement instrumental, je dirais. Merci. C'est marrant, je voulais dire mystique aussi. Comme quoi. Non, mais tu peux le Il y a des retirer. affinités dans ce collectif. Et je dirais assez organique quand même. Très sincère, et je suis désolée, j'en rajoute un quatrième. J'ai envie de dire narrative, parce que derrière chaque morceau que j'écris, il y a toujours une histoire très précise. Et c'est un truc, c'est assez imagé souvent. Donc, voilà. C'est pour ça la musique à l'image, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'ai envie de poursuivre. Merci. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le collectif qui vous a réunis et grâce auquel je dirais que vous êtes un peu plus connus. C'est le collectif MIMS que j'ai découvert donc via Mahmoud et qui m'a vraiment accroché via sa description Instagram et quand j'ai creusé un peu plus, mais qui m'a vraiment parlé. Et du coup, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment est né ce collectif MIMS, s'il vous plaît. Le collectif, il est né, en fait, il a été fondé par une compositrice qui s'appelle Sonia Mouhtari, qui est une compositrice franco-algérienne basée à San Francisco. Et en fait, ça faisait des années qu'elle avait cette envie de créer un collectif. Elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans la musique à l'image, beaucoup dans le jeu vidéo, films, documentaires, etc. Et ça faisait très longtemps du coup qu'elle voulait fonder quelque chose qui regroupe les compositeurs et compositrices racisés, pour dire large. Et en fait, juste au bout d'un moment, c'était le trop-plein. Et en tout cas, elle s'est enfin décidée à le faire et à passer le pas. Et du coup, elle a contacté des compositeurs et compositrices, dont moi. Donc j'ai rejoint assez tôt le projet. Et voilà, c'est comme ça que ça a été fondé. En fait, ça a très vite trouvé écho en d'autres compos. Et en fait, ça s'est multiplié, donc ça s'est enchaîné très rapidement. Donc c'était vraiment ce côté de compositeur racisé, un peu en marge des autres compositeurs que l'on peut retrouver habituellement dans le monde de la musique. Ouais, totalement. En fait, il y a déjà un collectif de compositeurs de musique de film en France qui existe, mais qui possède une diversité, pour rester, voilà, on va être gentil, très très faible, ce qui n'est pas le souci d'ailleurs, enfin c'est pas de leur faute du collectif, c'est juste c'est la représentation et le fait qu'il y ait très peu de place. Mais tout ça pour dire que du coup, oui, c'est vraiment pour les compositeurs et compositrices racisés, parce qu'en fait, en France, déjà en termes de diversité dans la musique à l'image, enfin en diversité, je veux dire en équité femmes-hommes, c'est très 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 faible. Il n'y a que 5% des compositeurs de musique de film qui sont des femmes dans les longs métrages français. Et c'est encore plus faible quand on prend les personnes qui sont racisées. Alors là, c'est ridicule. Et donc le but, c'est d'avoir justement une plateforme qui puisse mettre en avant ces profils-là. Parce que parfois, il y a même des réalisateurs, des producteurs qui sont intéressés pour embaucher des compositeurs et compositrices qui fitent plus ces projets et qui ont parfois un écho culturel par rapport au film. Mais sauf que c'est très dur de trouver ces profils parce qu'en fait, ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas mis en valeur. Donc c'était vraiment le but de ce collectif, de regrouper ces profils, d'aller les chercher, de leur dire qu'on existe et qu'on va les mettre en avant pour que justement tous les professionnels de l'industrie puissent embaucher ces personnes-là et j'espère élargir et augmenter le taux de personnes. En fait, juste que ça représente la réalité, quoi. Dans la vraie vie, tout le monde n'est pas d'une même origine, surtout en France. C'est une des beautés de la France, tu vois, le côté multiculturel. Donc voilà, c'est ça qu'on défend. Génial. Et est-ce que vous, individuellement en tant que vos trois artistes, est-ce que c'est en plus de la musique, bien entendu, est-ce que c'est ça qui vous a poussé un petit peu à rejoindre le collectif ou c'était vraiment le côté musical qui vous a intéressé? En fait, c'est vrai qu'en tant que personne racisée, on est souvent seul. Même sur des plateaux de 4 groupes par exemple, j'étais souvent la seule femme, mais aussi la seule personne racisée.
Et bon, c'est dommage de se retrouver autant isolé un peu. Il y a plein de choses qui sont... Il y a beaucoup de violence quand même dans ce milieu et qui sont pas forcément... Enfin, que les personnes non racisées, elles remarquent pas spécialement, elles comprennent pas. Et du coup, ça fait tellement du bien d'être dans un milieu où on peut se comprendre, on peut parler sans filtre de toutes ces choses-là en fait, et vraiment avec les mots qu'il faut. Et voilà, ça fait vraiment du bien en fait. Moi, c'était vraiment ce côté-là qui m'intéressait, avec évidemment la musique, les rencontres. Mais ça fait du bien d'être entouré de personnes qui nous ressemblent, qui ont vécu les mêmes choses et avec qui on peut en parler vraiment sans filtre, quoi, comme je disais. Ah, j'avoue, je fais un peu dans le même discours, c'est que moi, quand j'ai intégré, moi j'ai un peu intégré avec le syndrome de l'imposteur en me disant, ok, je suis plus dans le jazz, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont beaucoup de gens du collectif qui sont dans la musique à l'image, donc j'ai un peu peur d'être un peu pris de haut et tout. Mais au final, pas du tout. Au final, pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que même si je leur ai dit la vérité que je suis pas du tout dans la musique à l'image, que je suis plus dans le jazz, qui est une musique en soi différente de celle qui est proposée, mais au final, la façon dont on m'a traité, je me suis vraiment senti à l'aise. C'est-à-dire que même si j'étais dans un environnement totalement différent, ils acceptent vraiment cette différence et pour eux, en fait, le fait qu'on soit dans des univers différents, ça crée une force et ce qui fait que du coup, on peut proposer tout ce qu'on veut, mais de façon vraiment volontaire, pas on propose en mode timidement, non, c'est vraiment quelque chose qu'on propose qu'on accepte sans filtre, sans problème. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai intégré, dès le premier instant, j'ai intégré, je me suis dit, ça, c'est vraiment un nombre de personnes à qui je peux vraiment compter en fait. Et ouais, pour ma part, moi, ça faisait un bout de temps de toute façon que je voulais fonder aussi un collectif et que je voulais m'investir là-dedans, sur ces problématiques et ces sujets-là. Mais je me sentais pas forcément légitime de le faire parce que je suis quand même encore jeune et c'est encore le début de ma carrière. Je me disais que ce serait quelque chose que je ferais dans 5-10 ans. Et donc, le moment où Sonia m'a écrit et m'a contacté en me disant bah, moi j'ai ce projet, faire un collectif pour les compositeurs, compositrices racisés. Bah, en fait, j'étais direct dedans, j'ai jump directement parce que justement j'avais déjà cette volonté-là. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie, c'était une évidence. Génial. Et est-ce que vous sauriez me dire pourquoi le mot, enfin le nom MIMS, est-ce qu'il a une signification particulière? Oui, c'est pour 1001 musiques. Et le i c'était pour l'inclusion au lieu de mettre un chiffre. mais du coup, voilà, pour 1001 musiques, c'est vraiment juste pour représenter ouais, comment dire, incarner la diversité des musiques. Parce qu'on a des membres qui viennent enfin, justement, c'est tout le principe, hein, d'origines différentes, mais même de pays différents. Il y a des membres qui habitent sur d'autres continents et qui exercent vraiment des genres musicaux extrêmement larges et vastes. Et justement, c'était pour montrer et incarner ce côté vaste et large de la musique et inclusif. Génial. Bah moi, j'avoue, je peux pas dire plus. Et en plus, il y a un truc qui m'a surpris dans le nom du collectif, et d'ailleurs, je vous en parle à vous deux. C'est le I, justement, de MIMS. Le I, en fait, ça peut signifier également le 1 en chiffre romain. Donc, en fait, ça fait un bon jeu de mots. Et d'ailleurs, il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, le MIMS, 1001 musiques au pluriel. Au pluriel, et donc justement le S a été regroupé pour dire que c'est pas une musique en soi, mais tout un ensemble de musiques pour en faire une seule, vraiment comme si c'était un chaudron de musique, un chaudron de culture, d'origine, etc. C'est un peu comme un combo de la Nouvelle-Orléans. La motivation et la vision du collectif MIMS. J'aimerais bien que vous me donniez votre vision, que ça soit la vision collective du collectif et individuelle et de la scène musicale actuelle et comment vous vous y inscrivez. Je sais pas si ma question était très claire. Votre vision de la scène musicale actuelle et comment vous vous y inscrivez. Bah, bah
rien que mon parcours, le fait que je sois là aujourd'hui, enfin, pour moi, enfin, je m'étais pas projetée là-dedans parce qu'il justement, il y avait un manque de représentation, il y avait peu de femmes, encore moins de femmes racisées, et du coup, enfin, clairement, il y a un manque de représentation, il y a un manque de diversité, et ça a fait que je m'étais pas projetée là-dedans, quoi. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc voilà, la scène musicale actuelle enfin, je viens de le dire, est peu diverse, et il y a encore du travail, quoi. Et du coup, c'est cool qu'on soit là et qu'on se batte pour ça. On est aussi très mixte, en fait, femmes-hommes, en fait. On est assez contents de ça, justement, on est très fiers de ça. Il y a beaucoup de femmes dans le collectif. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour nous, l'intersectionnalité de tout ça. Donc voilà. Bah, je trouve que ça fait une très bonne passerelle vers une question auquel je suis un petit peu, c'est combien vous êtes aujourd'hui et comment s'organise le collectif au quotidien. C'est-à-dire justement le bureau, etc. et la mixité dans le collectif. Ouais, actuellement, on est 34 membres. Et comme disait Jasmine, ouais, on est presque 50-50. Ouais. Donc et en vrai, on en est très fiers. On l'est d'ailleurs dans le bureau. En gros, la majeure partie des membres sont membres, tout court. Évidemment, c'est la partie la plus importante. Et après, on a un bureau constitué de 4 membres, 2 hommes, 2 femmes. Donc la présidente, Sonia, moi qui suis vice-président, et après un trésorier et un secrétaire. Et voilà, donc c'est ça l'organigramme vraiment classique d'un collectif qui a d'ailleurs été monté récemment pour pouvoir continuer ses activités. Donc voilà, c'est la structure que l'on a. Trop bien. Et à la suite de ce qu'a dit Jasmine, est-ce que vous, Mahmoud et Anis, vous avez une vision particulière de la scène musicale ou pas forcément? Enfin, ou du moins, est-ce que vous rejoignez ce qu'a dit Jasmine? Moi, je dirais que je suis d'accord avec Jasmine parce que même si par rapport à il y a 20 ans, voire 30 ans, il y a quand même un peu plus de progrès, mais il reste encore, je pense, beaucoup d'inégalités. Déjà, reste encore beaucoup de problèmes en termes de représentation équitable au niveau de la scène musicale. Notamment d'équité homme-femme, il y a encore beaucoup de problèmes et beaucoup de travail à faire dessus. Et je pense qu'il y a encore un problème, notamment au niveau du cliché des musiques. C'est-à-dire que c'est vrai que ça dépend aussi des besoins, mais on entend beaucoup plus telle musique par rapport à d'autres. Telle musique est plus utilisée pour des besoins de films par rapport à d'autres. Et certes, on répond à des critères, bien sûr, mais je pense que si on répond que à ces critères, on passe un peu à côté d'autres musiques qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être utilisées pour ces besoins-là. Quand je dis des besoins, ça peut être pour les jeux vidéo, pour la musique à l'image, ou même pour les scènes. Même dans les scènes actuellement, il y a une certaine disproportion qui fait que on a du mal à se retrouver, on a du mal à se décider sur ce qu'on veut faire en fait. C'est-à-dire qu'on a fait un choix de parcours et quand on voit ce qui est demandé, ce qui est proposé, ce qui est propulsé, on se dit mince, est-ce qu'on a fait une erreur de parcours alors qu'en fait notre style musical est aussi intéressant que l'autre ou que ceux qui sont proposés en général. Mais justement le fait qu'il y ait encore ces inégalités, ça montre que il y a encore tout un travail à faire sur la représentation musicale en elle-même et notamment dans les scènes. Et je me permets juste de rebondir sur les trucs de clichés, c'est que parfois, même en faisant par exemple du jazz, en proposant un répertoire de jazz, on m'a déjà on m'a déjà mis l'étiquette de musique du monde. Alors que c'était pas le cas, c'est juste par rapport à ce à quoi je ressemble par exemple. Et ça, bon, on te met dans des cases qui ne veulent rien dire et que tu choisis pas, quoi. Enfin, on t'impose un peu des étiquettes, alors que c'est pas ça que tu fais. Enfin, c'est fascinant. Ouais, les étiquettes, c'est un gros souci de la scène musicale. Non, mais ça, c'est vrai, les étiquettes, franchement, moi je comprendrais jamais. Mais en fait, moi justement, par rapport à la scène musicale, et moi il y a des choses qui sont géniales dedans, hein, j'aime beaucoup, et je pense aucune de nous serait dedans si on n'avait pas, tu vois, tout ce qui est... C'est vrai que depuis en vrai 10-15 ans, c'est moins pire, il y a plus de diversité, il y a des choses intéressantes. Je parle dans la scène musicale générale, pas dans la musique à l'image. Il y a des choses très existantes, juste le fait par exemple que le rap soit la première la musique la plus écoutée en France et à l'international. Mais justement pour rejoindre ce problème d'étiquette, il y a le même souci par exemple dans le rap. Moi parfois ça m'arrive aussi de travailler un peu là-dedans.
et le côté musique urbaine, qui est un terme qui ne veut absolument rien dire et qui, soyons clairs, est Aïe, juste aïe, aïe. un terme pour dire musique faite par des Arabes et des Noirs, pour le dire comme ça, et C'est parce que clair. c'est la réalité. Et en fait, oui, il y a vraiment un souci comment dire, de respect. Et en fait, il y a toujours une sorte de hiérarchisation un peu bizarre de la musique, avec une sorte d'organigramme, on va dire, musique classique tout en haut et musique urbaine tout en bas. Alors que techniquement, c'est l'inverse qui est consommé par les personnes. Donc, oui, il y a ce souci-là. Et c'est le cas dans la musique de film, c'est le cas dans le jazz, comme vous disiez. Moi, je connais un peu moins ce milieu, mais des échos que j'en ai, j'ai l'impression que c'est un peu la même problématique partout. Et qu'en fait, avant même d'écouter la musique, le vrai souci dans l'industrie musicale, c'est que souvent, avant même d'écouter la musique, on vous met dans une case, juste comme disait Jasmine, par rapport à ce à quoi tu vas ressembler, par rapport à ton nom, par rapport même au fait que juste, tu inclus par exemple des instruments un peu différents. Moi, parfois, je mets des instruments arabes dans mes musiques. Il n'y a aucune harmonie arabe dedans. En fait, c'est de la composition. C'est comme si c'était un morceau de Hans Zimmer, mais avec une mandole kabyle. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est de la musique traditionnelle? Non. Pourtant, pour des personnes, si. Mais voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais que c'est quand même très positif et excitant parce qu'en fait, avant, ces questions n'existaient même pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de lieu pour parler de ça, il n'y avait même pas il y avait pas de débat, quoi, il n'y avait pas de discussion. Là, juste le fait, par exemple, que Victoire la musique ou dans certaines grandes cérémonies, on remette en question, par exemple, les prix musique du monde, Ouais. musique urbaine, et que ce soit une discussion, déjà fait du bien. Mais bon, c'est que le début, en tout cas, c'est que le premier pas, donc il y a du positif quand même, mais il y a énormément encore à faire. Et c'est pour ça qu'on existe, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, et que parfois on se heurte à des murs. Et que ça arrange aussi beaucoup de personnes dans l'industrie musicale de nous mettre dans des catégories, mais pas que ça, même de nous mettre dans des jobs. C'est-à-dire que ça arrange. Moi, je connais plein de producteurs de rap qui composent pour tous les gros artistes français et tout. Et le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'ils veulent tous faire de la musique à l'image. Tous, vraiment. Les compositeurs vraiment de Nino, Damso, de vraiment les gros artistes, et ils rêvent de faire des BO de films, et des BO de jeux vidéo, de faire de la musique de trailer et tout. Et ils ont les skills, ils sont extrêmement forts, ils savent bosser sous deadline et tout, mais les portes se sont très rarement ouvertes. Et en fait, l'excuse un peu de l'industrie, c'est de dire, mais vous faites des choses, vous en vivez, regardez, vous faites des grosses choses, vous faites des disques Ouais, mais d'or. c'est pas suffisant. En fait, du coup, c'est presque comme si, et c'est pareil pour moi, ça rejoint le problème des prix musique du monde, des musiques urbaines, c'est un peu, on vous laisse jouer, mais c'est nous qui faisons les règles. C'est, ah tenez, mais regardez, on vous donne un prix quand même. On sait très bien que ce prix, il a moins de valeur. C'était le souci qu'il y avait eu avec Tyla lors des Grammy, qui était dans la catégorie pareil, world music ou, alors, ou d'autres de termes, alors qu'en fait elle fait de la pop music. Et c'est le souci qu'on a encore en boucle de mettre ces personnes dans des catégories à part, juste pour leur dire, mais si, regardez, on vous donne un prix, on vous fait participer, comme si c'était un peu nos petits frères, petites sœurs, on le fait jouer, regardez, on vous donne un truc, alors qu'on sait très bien qu'intrinsèquement, ça a une valeur moindre et qu'on ne veut pas nous donner les vraies choses. Ouais. Et c'est ça qu'on vient récupérer et qu'on va aller chercher avec Mims, c'est de récupérer ces vraies choses. Oui, on va continuer à faire, si on veut faire de la musique traditionnelle, même si ça veut rien dire, on va les faire. Si on veut faire de la musique arabe, africaine, ce que vous voulez, on va continuer à la faire. On va faire du rap, on va faire du jazz, mais si on veut faire de la musique de film, on va faire de la musique classique, on la fait aussi en fait. Et notre voix a autant de valeur que celle d'un autre. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que je voulais rajouter pour rebondir un peu sur ça. Je vais prendre les deux exemples, surtout le jazz déjà. Moi, je sais que ça m'arrive d'écouter différents artistes contemporains de jazz et notamment une artiste que j'aime beaucoup écouter, Anne Passeo, qui est batteuse et compositrice. Elle a commencé par le jazz pur et dur, mais après, dans sa musique, il y a autant du jazz, autant du rock, autant d'électro, autant de chansons. En fait, c'est un mix. Et même malgré ça, elle se retrouve à devoir caser, surtout pour déposer ses morceaux à la SACEM pour les droits d'auteur et tout, se retrouve à, même pour décrire sa musique, elle se retrouve à mettre des étiquettes. Alors qu'à un moment, tu te dis, je veux mettre une étiquette dans ma musique. Parce que la musique, elle peut prendre tout. Et tu as parlé aussi de Hans Zimmer. Hans Zimmer, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est bien évidemment Le Roi Lion. Le Roi Lion, je suis désolé, il y a un très bon mélange de musique classique et de musique africaine. Et ben, là encore, on met plus dans la catégorie musique de film ou musique à l'image, mais purement classique, alors qu'il y a vraiment diverses influences. Et c'est un autre exemple que je peux mettre aussi, Dune.
d'une pareille, et c'est un mélange de classique et d'électro. Bah là, pareil, on met plus de musique à l'image version classique. Alors que quand tu vois ça, c'est pas que ça. Et c'est ça justement ce qui me plaît dans les collectifs comme ça, c'est justement un des buts, un des objectifs, c'est vraiment de remettre la balle au centre, de remettre tous les sujets au centre et de se dire, ok, je pense qu'on va arrêter avec ces étiquettes et qu'on va vraiment définir quelle est notre vision à nous de la musique. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on va rester dans un aspect vraiment étiquette où on est séparé, catégorisé et ça nous va comme ça? Ou alors est-ce qu'on veut vraiment une musique qui nous représente nous, sans étiquette, avec des influences diverses? Et c'est ça justement ce que j'ai ressenti quand j'ai intégré le collectif, c'est que vraiment il y a une véritable remise en question de toutes ces catégories. Totalement, en effet. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus très rapidement, désolé si ça prend Non, un non, peu y a pas d'avance de sur souci. les questions, mais avec le collectif justement MIMS, on était aux dernières journées, la journée de inclusion et diversité de la SACEM, c'était il n'y a pas très longtemps, et justement d'ailleurs ce sujet a été relevé par des personnes de la SACEM et par les membres de la table ronde sur la catégorisation. En fait, c'est justement une des problématiques qu'il y a, c'est que quand on dépose en effet un morceau à la SACEM, il y a des cases qui sont assez limitées. Parfois, d'ailleurs, c'est même pas possible d'en cocher certaines si on en coche d'autres. Alors qu'en fait, ça veut rien dire. Parfois, il y a des mélanges qui sont tellement hybrides, c'est très compliqué. Donc, en tout cas, ouais, c'est des problématiques qui sont soulevées et qui commencent à être discutées, même à la SACEM. Et donc, c'est bien. C'est un bon début. Mais ouais, c'est vraiment un souci qu'il y a partout et qu'il y a aussi au sein des labels de musique, même une fois de plus dans le rap ou la pop musique française. Il y a des artistes, moi je pense à des artistes comme Tiakola, qui parfois font de la pop musique, parce que en fait le rap et même parfois l'afro, en fait maintenant c'est devenu la pop musique, qui peuvent pas être. Parce que la pop musique c'est juste la musique pour moi la plus populaire à un instant T. Avant c'était le rock, après c'était la variété, après, enfin ça veut rien dire la pop musique, c'est la musique populaire. Et du coup je trouve que c'est un peu un non-sens de par exemple pas pouvoir mettre un Tiakola dans artiste pop de l'année. Alors qu'en fait c'est ça, il fait de l'afro, il fait de la pop, il fait plein de choses. Et parfois on va le mettre dans des catégories rap, alors qu'il a des projets qui n'ont même pas de rap dedans, enfin, c'est un non-sens complet. Donc ouais, c'est vraiment une problématique qui est très importante et on essaye de contribuer aussi à ça, justement en étant présent à la journée de la SACEM et on sera présent dans d'autres événements pour soulever à nouveau cette question et essayer de parler avec les décisionnaires, dont la SACEM et aussi par exemple le CNM, enfin il y a plusieurs institutions en France qui gèrent ça, pour essayer de bouger un peu ça petit à petit, quoi. Carrément. Ah, c'est trop intéressant. Merci pour vos réponses, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai que je pense que quand on fait pas partie du domaine musical, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, quand on est juste en écoute, quoi, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on commence à discuter avec des gens qui sont du domaine, il y a toutes ces problématiques. On se dit, ok. Et ça, c'est sans parler des problématiques de rémunération. Ça, C'est encore un vaste sujet de rétribuer les personnes à la hauteur de leur travail. Mais bon, voilà. Mais ça, d'ailleurs, je dis c'est un autre sujet, mais même pas totalement autre, parce que dans le collectif, Mahmoud en fait partie, c'est un musicien quand même aguerri qui sait ce qu'il fait, mais qui est encore assez jeune dans la musique à l'image. Et le but aussi du collectif, c'est d'accompagner des profils aussi comme celui de Mahmoud et d'autres personnes pour justement bien s'insérer et par exemple être estimé à sa juste valeur, c'est-à-dire que pour les premiers projets, ne pas se sous-vendre, être payé selon, il y a des barèmes, de toute façon il y a des conventions, d'ailleurs la SACEM par exemple sur les documentaires il y a des barèmes à suivre, et il y a plein de projets où on peut être sous-payé ou alors si on n'est pas assez renseigné, se faire avoir sur certaines choses. Donc c'est aussi une des démarches du collectif de justement accompagner les compositeurs et compositrices dans ces démarches du côté plus administratif, négociation, contrat, droit d'auteur, diffusion, qui sont hyper importants et qui sont vraiment le nerf de la guerre parce que par exemple les droits d'auteur c'est vraiment la retraite d'un compositeur ou d'une compositrice, c'est ce qui fait vivre et sur le temps long, donc c'est hyper important de bien accompagner et de bien former surtout les artistes là-dessus. Il y a un manque de ressources en France et pas que en France là-dessus, donc c'est hyper important de se former aux droits d'auteur et aux droits en général pour les compositeurs et compositrices. Et d'ailleurs, juste avant qu'on passe à la prochaine question, je voulais quand même rajouter un petit truc. Bon, déjà, tu as cité mon exemple par rapport au fait que je suis nouveau dans la musique à l'image, mais je citerai aussi l'exemple de Jasmine, parce que, Ouais, carrément. parce que toi aussi, tu es surtout dans le jazz et même dans d'autres musiques, mais de scène,
mais musique à l'image, donc on est un peu dans le même panier. Mais il y a juste un petit truc que je voulais noter aussi. C'est que c'est peut-être un sujet qu'on peut en parler un peu plus tard ou même dans un autre contexte. Mais par exemple, les profils émergents. Il y a, il y a une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps dans le groupe WhatsApp du collectif où il y avait justement une proposition pour la résidence, mais ils disent qu'il faut avoir déjà composé pour cet endroit-là. Et en fait, là, pour la résidence que Mahmoud évoque, il fallait avoir composé la musique de 2 longs métrages pour pouvoir postuler. Ce qui est déjà un non-sens. Non, mais Parce c'est que, ça le problème. le Bah, but, ça met des barrières. Bah, en fait, exactement, et surtout la barrière est énorme. Enfin, franchement, c'est une extrême minorité de personnes en France qui composent les longs métrages. Il y a entre 240 et 250 longs métrages qui sont faits en France par an, ce qui déjà donne une idée du nombre de projets, qui est vraiment pas nombreux. Et sur ceux-là, une grande majorité est déjà prise par des personnes qui font ça depuis 30 ans, évidemment. Et certains d'ailleurs qui sont excellents, hein, c'est pas ça que je remets en question. Mais en fait, la barrière est trop grande parce que si on veut développer, il y a un vrai souci de développement, mais d'ailleurs ça rejoint aussi le problème que les labels, les éditeurs ont et toute l'industrie musicale, mais particulièrement là du coup dans la musique à l'image. On ne sait pas développer les profils. C'est-à-dire que la transition de quelqu'un qui commence à émerger justement dans ce milieu, à faire des premiers projets, à faire des longs métrages qui sortent au cinéma, le gouffre est énorme en fait. Et il y a très peu de passerelles en fait pour accéder à ça. Et c'est ce qui fait aussi que je pense qu'il y a peu de diversité du coup dans ce domaine-là, et même peu de diversité sociale et culturelle, parce que justement, le bridge pour y aller est très compliqué, et une des seules manières d'y arriver, c'est d'avoir les contacts. Et du coup, les personnes qui ont le plus de contacts sont souvent les personnes qui vivent à la capitale, ou qui ont un capital social, familial et culturel très élevé de naissance. Et c'est ce qui fait le manque de diversité. Donc en fait, si ces programmes-là n'élargissent pas et n'ont pas plus de souplesse quant à leurs critères de sélection et d'ouverture, bah, en fait, on ne pourra pas débloquer ce côté de diversité. Donc c'est encore une fois une des problématiques et un des discours qu'on a avec le collectif, et le fait qu'on s'intègre dans ces dispositifs et qu'on veut être de plus en plus intégré dans ces discussions-là. Carrément, même parfois, juste pour figurer sur une liste, un répertoire sur un site, il faut avoir fait des longs métrages, quoi. Mais en fait, par où on commence quand c'est comme ça, enfin, c'est tellement peu accessible, en fait, c'est vraiment concrètement, quoi. C'est vraiment, on ne peut pas s'inscrire sur ces listes-là, quoi. On peut même pas figurer sur un répertoire en tant que compositeur, compositrice, même si tu as sorti des disques, en fait, même si tu as sorti 3 albums en tant que compositeur, compositrice, tu peux pas être sur la liste parce que t'as pas fait 2 longs métrages. Et c'est un non-sens. En fait, c'est ça un non-sens invisibilise total. totalement Ouais. ces profils-là. Bah ouais. Ça invisibilise des gens qui ont totalement les compétences en plus. C'est pire, mais une fois de plus, c'est toujours le même souci. C'est-à-dire que si on ne donne pas les opportunités aux gens, comment vous voulez qu'ils aient les crédits pour pouvoir après postuler au reste? Ça reste un entre-soi tellement fermé. Il y a un entre-soi, mais dans les arts en général, après, dans plein de domaines. Dans la musique classique, c'est pareil. Dans le cinéma, sur les autres postes, c'est pareil. Moi, je suis ami avec beaucoup de personnes qui sont chef-op ou Asreal ou plein de jobs, et c'est les mêmes soucis. Donc il y a vraiment en fait, c'est un système qui est tellement... En fait, c'est un système circulaire, c'est-à-dire que c'est les personnes qui le gèrent, qui intègrent eux-mêmes d'autres personnes, qui sont comme eux, et qui du coup eux-mêmes vont devenir les décisionnaires de demain. Donc en fait, ça fait un cercle qui s'arrête jamais, et en fait, il faut le briser, ce cercle, pour intégrer d'autres personnes, et que justement ça s'élargisse, et que ce soit plus ouvert. Mais évidemment, ça n'arrange pas certaines personnes, ce qui se comprend. Et en même temps, il y a d'autres personnes, comme je disais tout à l'heure, moi je connais des producteurs plus dans le documentaire, parce que c'est plus ce que je fais, mais qui sont des producteurs et productrices qui sont hyper intéressés d'avoir des profils différents, justement, et qui n'arrivent pas à les trouver, en fait. Parce qu'une fois de plus, ils sont invisibilisés, et comme disait Jasmine et Mahmoud, vu que dans ces registres, on ne peut pas apparaître, et ben ces producteurs, après, même les personnes qui sont de bonne foi, et ils existent, et qui veulent avoir des personnes pertinentes pour leur projet, et qui changent de l'ordinaire, ou alors qui sont en accord avec le sujet des films, ne peuvent pas les trouver. Et en fait, une fois de plus, c'est un combat d'information, en fait, de diffuser et de montrer qu'on existe. Si vous deviez résumer MIMS en une phrase, un cri, un message du monde, ce serait quoi? En vrai, MIMS, c'est 1001 musique. C'est le meilleur résumé. Ouais. C'est 1001 musique, c'est la pluralité, c'est la diversité, c'est l'inclusion, c'est l'ouverture au monde.
c'est l'entraide aussi, la camaraderie. En vrai, les personnes du collectif sont très soudées, on s'entraide. C'est aussi un répertoire même pour nous, si quelqu'un a besoin d'un musicien, d'un ingé son, de quoi que ce soit. Donc c'est ça, 1001 musiques, parce que c'est la diversité vraiment de tous les profils, c'est l'ouverture totale, mais vraiment totale. C'est pas une diversité ou une ouverture simulée, c'est vraiment ouvert à toutes et tous, donc sans barrière. Donc vraiment, moi je résumerais ça comme ça. Je pense que le slogan, tu vois, le nom de MIMS est bien choisi en ce sens-là. C'est un bon slogan. Ouais, c'est très sincère quoi. Et est-ce que vous voyez plutôt comme un collectif, une famille musicale ou un mouvement? Les trois. Ah oui, en vrai, franchement, on est les trois, comme je disais, il y a Bah vraiment ouais. un esprit de Ouais. camaraderie, Vraiment. on est vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un C'est truc ça. d'entraide, quelqu'un a envie d'enregistrer quelque chose, quelqu'un va prêter son studio, va envoyer un contact vers une ingé son, enfin, il y a vraiment ce côté entraide, et en même temps, c'est évidemment un collectif artistique parce que on prône des valeurs, on défend des valeurs, comme je disais, d'inclusion, de diversité. Mais vraiment avec cette pluralité artistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans le même genre musical. Dans ce sens-là, on n'est pas Ouais. un collectif artistique qui a une direction artistique particulière. On n'est pas un collectif de musique classique ou quoi. Donc non, on reste hyper ouvert musicalement et sur les questions artistiques. Mais oui, on est un collectif artistique et tout ce que tu as cité. Tout ce que j'ai cité Tout dans ça, la question. On est en mouvement, on veut faire bouger les choses. Exactement. On a des valeurs, on est engagé. Voilà. Tout ça. Ouais, j'aime bien. Maintenant, on va parler un peu plus des projets de MIMS, parce que j'ai bien compris que finalement, c'était plus un soutien pour vos projets plutôt que le collectif en lui-même, enfin, qui fait des projets. C'est si j'ai bien compris. Non, en vrai, ça va être les deux. Les deux. Ça va être les deux parce que c'est-à-dire que le collectif il est là pour aider à mettre en place des projets, à pitcher des compositeurs et compositrices du collectif dans des boîtes de production, à des réalisateurs, à des chaînes de télé, etc. Mais il y aura aussi des choses qui vont être organisées par le collectif. Donc on pense à des résidences justement de composition en France et à l'étranger. On a accès à plusieurs studios, pas qu'en France. Donc on va profiter aussi du réseau qu'on a et de ce qu'on est en train de construire. Donc il y aura aussi des événements qui vont être créés par le collectif, aussi des sessions de networking pour rencontrer des producteurs et des réalisateurs, réalisatrices, et comme je disais, des sessions d'enregistrement. Peut-être on va faire par exemple des résidences, on va ramener des artistes, quel que soit le genre musical, et ramener du coup des compos de notre collectif pour composer pour cet artiste sur mesure à travers une semaine. Donc il va y avoir aussi des événements organisés par le collectif en plus de ceux auxquels il va participer. Et l'avantage, c'est que comme finalement vous avez tous des compétences différentes et des moyens différents, vous pourrez vous entraider et vous apporter des choses différentes au Totalement. collectif, quoi. Ouais. Ah bah totalement, Carrément, c'est c'est trop vraiment... bien. Il y a des événements à venir, c'est-à-dire qu'on va être dans des festivals. Déjà, on est invité au festival Les Arcs, ce qui est un très très bon signal parce que c'est un super festival de cinéma et de musique à l'image qui est très important et qui nous tient particulièrement à cœur. Et on a été très bien reçus par l'équipe du festival, donc on a hâte d'y être. Comme je disais, on a été aussi à la journée d'inclusion et diversité de la SACEM à laquelle on était invité. Mais on est aussi en discussion avec d'autres festivals, dont le festival Sœurs Jumelles, qui est aussi très important pour nous, particulièrement pour les profils de compositrices en plus. Donc non, on va être sur des festivals, il y a déjà des invitations qui sont en cours. Et de toute façon, tout sera communiqué sur notre Instagram, notre site et tous nos réseaux. Donc, Et que je vais mettre en description. voilà, Oui, donc il il y faut aura- suivre ça. Mais oui, carrément. On sera aux Afro Games aussi Totalement. en novembre. Donc on y sera et on participera totalement à une table ronde fin novembre. Trop bien. Et tu parlais tout à l'heure, Anis, des sessions networking. Justement, le collectif MIF, c'est justement avec d'autres membres, on a eu la possibilité d'assister à une session de networking de l'association Artefact qui produit justement ce podcast. Et ça a tellement bien marché que du coup, une session est en cours de préparation et qui aura lieu pareil début novembre. Et le collectif MIF justement sera sur place. Il y aura quelques membres qui seront présents. Donc là, pareil, ce sera encore un projet du collectif qui tiendra à cœur et auquel on venait participer et assister pour justement porter ce message et aussi construire à la fois les réseaux du collectif mais en même temps nos réseaux personnels. Donc voilà, pareil, encore un projet qu'on a concrétisé aussi.
Parce qu'on aime bien le Mims collectif. Trop bien. On est ensemble. Ouais, mais grave. Ouais. Dernière partie. Qu'est-ce que ce collectif, pour l'instant, même s'il est qu'à ses débuts, qu'est-ce qu'il vous a appris sur vous-même? Ou qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous-même? Pour l'instant, ce qu'elle a apporté, c'est des bonnes rencontres, humainement, le fait de se sentir ensemble. Enfin, je pense que c'est le côté vraiment collectif, de camaraderie, comme je disais un peu tout à l'heure. Je pense que c'est ça le truc qui m'a le plus, qui pour l'instant en tout cas me plaît le plus. Ouais, tout pareil. Et aussi, juste, ça a un peu baissé la barrière de. J'ai toujours eu envie de faire de la musique à l'image, c'est un truc qui me touche beaucoup. Et bah, comme je disais, j'ai toujours des trucs très narratifs, très précis dans ce que je compose. Et pour moi, c'était un peu. Enfin, je savais pas du tout par où commencer pour accéder à ce milieu-là. Et du coup, la barrière se baisse un petit peu en mode, ok, peut-être qu'avec ce réseau-là, je peux peut-être arriver à rentrer dans ce réseau et tout. Enfin, ça fait du bien. De trouver un peu une autre trajectoire peut-être à ma carrière, et en fait ça fait du bien. Moi, dans mon cas, c'est comme j'ai dit en introduction, ça a été une capacité pour moi de sortir un peu de ma zone de confort et je dirais même aussi, ça me permet d'avoir, ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça me permet d'avoir un peu de légitimité parce que avant que j'intègre, comme j'ai dit au début, la musique à l'image, j'en ai fait un peu quand j'étais étudiant, mais à part ça, je me sentais pas du tout légitime et je me considérais pas vraiment comme méritant de faire ce travail-là, d'aller dans la musique à l'image. Mais là, le fait justement d'avoir intégré et de voir que même si on est dans des univers totalement différents, on peut se lancer à tout moment dans la musique à l'image, euh, ça me permet de me dire que en fait, c'est pas une erreur de trajectoire, une erreur de parcours, c'est qu'en fait, certes, tu as ton propre style, mais que tu peux toucher sans filtre, tu peux toucher à cet autre domaine qui est la musique à l'image, sans avoir de gêne, sans vraiment te sentir en mode syndrome de l'imposteur. Mais voilà, c'est ce mot que je peux dire, c'est vraiment question de légitimité qui est vraiment remise au centre. D'accord. Et qu'est-ce qui vous, personnellement, pas forcément dans le collectif, mais qu'est-ce qui vous motive pardon, à continuer dans ce milieu parfois très exigeant? Bah, déjà, moi c'est trop ma passion de faire de la musique évidemment. C'est un peu une obsession aussi. Enfin, c'est un truc que je me vois pas faire autre chose. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, je fais une toute petite parenthèse. Je disais, moi c'était pas spécialement prévu que je fasse ce métier parce qu'il y avait pas de représentation pour moi. Et du coup, j'ai envie d'en créer pour les prochaines en fait. Et enfin, juste vite fait, en fait, moi j'avais arrêté la musique petite parce que les écoles c'était pas trop pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère batteur qui m'a il m'a invité dans son groupe de rock d'adolescents quand j'étais au collège pour faire la basse. Et c'était vraiment juste à cause d'un film que j'avais vu, The School of Rock, où il y avait une fille bassiste. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la basse en fait. Et c'est tout bête, si j'avais pas vu ce film-là, peut-être que je serais pas là du tout. J'ai fait un bac S, moi je voulais faire de la biologie marine, ce qui aurait été super, mais. Et du coup, ouais, j'ai vraiment envie de créer de la représentation pour les autres et de quand même militer pour ça dans ce milieu, c'est tellement important. Et puis voilà, au-delà du fait que j'adore ça, j'adore composer, c'est un truc qui me fait du bien, voilà, tout ça. Et puis en fait, j'ai de la chance dans mes groupes sur scène, c'est souvent avec mes amis, et c'est vraiment des moments chouettes qu'on passe ensemble quand on est en tournée. Enfin, j'ai l'impression de partir avec mes amis quoi, en tournée, sur scène, c'est vraiment cool, voilà, j'adore. J'ai de la chance. Ben, moi, je dirais qu'en fait, un peu comme elle, c'est la passion, même si j'avoue qu'au tout début, je suis un petit peu comme elle, à la base, avant de faire de la musique, il y avait autre chose qui me passionnait, et ça, j'avoue, j'en ai pas trop parlé, c'est carrément la paléontologie. Waouh. Donc là, c'est vraiment, Stylé, ouais. donc là, c'est vraiment tout ce qui est dinosaures, mammifères préhistoriques et tout. Et puis progressivement, en commençant à faire de la musique étant petit, je commençais petit à petit à dévier cette passion pour aller vraiment vers la musique qui est justement ma passion actuelle. Et c'est vrai que, même si c'est vrai qu'à un moment donné, et j'en sens encore maintenant un peu de fatigue, un peu de pression me disant est-ce que j'ai vraiment
bien fait de choisir ce parcours-là, malgré les moments de doute où je sens que je patine un peu. En fait, le fait d'avoir des rencontres comme ça, ou même de partager des scènes avec comme Jasmine, partager avec des camarades, que ce soit du conservatoire ou même d'autres écoles, ou même de partager des scènes avec des gens qui sont vraiment d'autres milieux, que je connais pas trop, mais avec qui je m'entends assez bien et tout. Bah, ça me pousse encore à vouloir proposer quelque chose, et malgré le fort sentiment de doute que j'ai, de me dire est-ce que je veux encore continuer, parce qu'il y avait un moment où je me disais vraiment est-ce que j'ai envie de continuer à faire de la musique, parce que je me sentais pas bien et tout. Et là cette année je sens vraiment que j'ai bien fait de continuer à me prendre cette voie-là, et que même s'il y a des moments où je me sentirais mal, même s'il y a des moments où je me sentirais un peu fatiguée en mode bon, je vais peut-être m'arrêter un peu et tout. Mais malgré ça, il y a encore des moments où je me dis, allez, je sais que j'ai pris cette voie-là qui est dure. Et d'ailleurs, c'est un peu un conseil que j'ai envie de donner. C'est que si vous voulez prendre cette passion, euh, il y aura des moments où vous sentirez que en fait, vous êtes trompé de voie. Il y aura des moments où vous direz que en fait, c'est pas du tout la bonne représentation que je m'étais faite et tout. Et c'est ça le souci, on se fait une représentation de ce qu'on veut faire, et au final, la réalité est tout autre. Donc, à chaque fois, je me dis, même si j'ai des coups de barre, des coups de blues, je me dis, ok, t'as pris cette voie-là, eh ben, tu l'assumes, ça va être dur, mais essaie de t'accrocher, continue à faire ce que tu fais jusqu'à maintenant, et, et tout ce que tu voudras proposer, tout ce que tout ça viendra au temps voulu. Juste, c'est ce truc que je me dis en fait. Franchement, j'aurais pas dit mieux que tous les deux, hein. Ils ont bien résumé ce que je ressens. Moi aussi, c'est arrivé par hasard. En fait, je pensais pas du tout faire de la musique. Pareil, j'ai fait le conservatoire pendant 4 ans, après j'ai arrêté la musique, C'est fou. mais en violon. Ah Même truc. Et j'ai plus du tout fait musique. Et après, je me suis mis à faire du piano. Parce qu'on avait un piano, mais en désaccordé, éclaté chez nous. Et je me suis mis à pianoter. C'est comme ça que je me suis un peu mis à ça. Et j'ai découvert des années plus tard que c'était un métier. En fait, je suis vraiment tombé par hasard sur ça. Je me suis mis à faire des trucs pour des courts-métrages étudiants parce que quelqu'un m'a demandé, il savait que je jouais du piano. C'était vraiment absolument aléatoire. Mais à partir du moment où j'ai découvert ça, ça m'a tellement obsédé. C'est impossible. Je sais que je ferai ça, j'espère, hein, si Dieu me prête vie, jusqu'à mon dernier souffle. Vraiment, c'est. En fait, évidemment que c'est une passion. Au-delà de ça, c'est tellement l'expression la plus sincère et pure de qui je suis et de qui je veux être dans ce monde. Et surtout, c'est tellement la manière de raisonner la plus belle avec les autres. Pour moi, j'ai vraiment un triangle dans la vie, c'est l'amour, la foi et la musique. Vraiment un peu triangle. Et pour moi, ils se répondent, c'est un peu la même chose. Et du coup, ouais, c'est impossible pour moi de faire autre chose. C'est une évidence. Et comme disaient Mahmoud et Jasmine, en vrai, oui, en effet, c'est dur, il y a des moments de doute. Je pense que je douterai toute ma vie parce que justement, en fait, c'est tellement soi. Évidemment qu'on doute de soi, mais parce qu'on doute de nos défauts, de nos qualités, de tout, de qui on est. Et la musique, c'est tellement un reflet de qui on est que c'est normal qu'on doute. Mais bon, je pense que j'ai accepté ça. Du coup, moi, je suis dans le processus de l'accepter et que ça va être plein de doutes, c'est très difficile, évidemment, mais ça en vaut tellement le coup. C'est tellement de bonheur, c'est tellement d'émotion, c'est tellement de. Enfin, c'est exceptionnel, c'est une chance immense de pouvoir faire ça de sa vie, quoi. C'est exceptionnel. Donc, non, ce qui me fait continuer, c'est ça, hein, c'est l'amour que je porte à la musique et l'amour que la musique me porte. C'est trop beau. Dernière petite question. Si vous aviez un conseil à donner, ça serait quoi? Aux futurs musiciens ou futurs compositeurs, ça serait quoi? Comme on disait, c'est un milieu pas toujours évident, pas toujours facile. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Donc, je dirais ne pas baisser les bras et foncer. Mais surtout, d'être bien entouré, en fait. Moi, j'ai déjà quitté des groupes de musique parce que, humainement, ça me plaisait pas trop. Parce que, pour d'autres raisons, il
les conditions n'étaient pas correctes et tout, bah si je le sentais pas, bah je partais en fait, et c'est très important. Enfin, en vrai, c'était un privilège parce que j'avais d'autres groupes et je pouvais me permettre de quitter un projet. Mais en fait, c'est tellement important d'être bien entouré dans un groupe quand tu pars en tournée, quand tu es en répétition, en résidence. Tu passes beaucoup de temps avec ces gens-là, et si ça se passe pas bien, si les personnes ne te soutiennent pas dans ce que tu es, souvent je suis la seule femme dans un groupe, la seule personne racisée, et si les gens peuvent pas me défendre quand il y a des violences, peuvent pas me comprendre, m'écouter, être là pour moi, bah ça marche pas et c'est pas possible en fait. Donc d'être bien entouré avec des bonnes personnes, c'est tellement important. Je me rends compte que c'est quand même un privilège et c'est pas, on peut pas toujours avoir cette chance-là, mais juste essayer de faire le tri quand on peut se le permettre, et voilà, être entouré de belles personnes. Ça fait vraiment du bien et c'est important, je pense, pour se sentir bien dans ce milieu. Donc, merci. Bah, moi, je reprendrai un peu le conseil que j'avais dit à un moment donné. Comme l'a dit Jasmine, c'est un milieu dur. Et la chose que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup qui se font une représentation un peu mauvaise de ce qu'est la musique. Tout le monde pense que être musicien c'est facile, qu'on a accès aux scènes assez rapidement et tout, alors qu'en fait non, le milieu il est vraiment très dur. Et j'en prenais un peu ce qu'avait dit Elinoa, une chanteuse qui avait interviewé justement précédemment par l'association. C'est qu'en fait il faut bien se renseigner, et que même si on veut faire cette passion, vraiment se renseigner sur comment on fonctionne, surtout que le milieu musical il n'est plus le même en 2025 que il y a 25 ans, voire 30-40 ans. Ça a complètement changé. Et en fait, il faut vraiment. Faut pas essayer d'apprendre le taureau par les cornes, vraiment aller au plus de détails de ce qu'on veut proposer et comment faire. Et comme elle a dit Jasmine aussi, bien s'entourer. Et c'est vrai que là encore aujourd'hui, hein, je m'efforce un peu d'accepter des projets, des fois pas par plaisir, mais un peu par besoin, parce que je peux pas me concentrer que sur ce que je fais. Mais des fois, même si on accepte des projets qui sont pas vraiment dans notre milieu, bien réfléchir, je pense, est-ce que ces projets valent le coup? Est-ce que ça peut nous aider musicalement et humainement? Et même dans ses propres projets, vraiment réfléchir à comment on veut le mettre en place, comment les mener, à la fois musicalement et humainement, vers quelle finalité on veut y aller. Bref, vraiment comprendre ce qui a été dit, vraiment bien s'entourer, bien réfléchir, et une fois qu'on a tout ça en place, vraiment y aller à fond, et je dirais même à la fois durement, mais aussi, comme l'a dit un personnage de dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, travailler pas durement pour rien, mais il disait travailler intelligemment. Intelligemment dans le sens bien se servir des outils qu'on a à disposition et les utiliser à nos profits. Ça me fait penser à un truc que j'aimerais juste rajouter vite fait. Ouais. Ça me fait penser à la règle du triangle. Les trois. Les Bien trois. sûr. Et donc, un conseil, en fait, pensez à ce triangle. En fait, c'est. Il y a un côté, enfin un coin, entre guillemets, une pointe du triangle. C'est l'humain, si ça se passe bien ou pas. Le deuxième, c'est financièrement, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et la troisième, c'est est-ce que la musique est intéressante ou pas. Et la règle, c'est il faut que deux points soient cochés pour un peu savoir si ça vaut le coup de rester dans un projet, de participer à un projet. Et en vrai, moi, ça m'a vraiment aidé à un peu trier des projets parfois. Je trouve ça très pertinent. Carrément. J'avoue, je l'ai utilisé aussi. Non, c'est vrai, parce que si humainement ça se passe trop bien et que artistiquement l'ambition est vraiment belle, on peut être plus souple en effet sur financier, et parfois c'est d'autres cases en effet qui sont cochées. Ouais. C'est vrai que c'est un type plus pratique mais Ouais. factuel qui marche. Et perso, je pense que j'aurais deux petits conseils. Enfin, le premier, c'est pas prendre un conseil, c'est plus un encouragement. Que souvent, en vrai, ça arrive qu'on soit vraiment au fond, moralement. Parfois même, si les projets se passent bien, parce qu'artistiquement, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, parce que c'est très dur, très, très, très dur de ne pas se comparer, surtout aux artistes qu'on aime. La comparaison, c'est vraiment... je sais plus c'est quoi la phrase en anglais exactement, mais c'est c'est comparison is the thief of joy.
Alors qu'on dit, et c'est vrai que ça, c'est vraiment le voleur de joie de se comparer, c'est un cauchemar. Du coup, ça, faut vraiment vraiment ne pas se comparer, quoi. On peut aspirer à quelque chose parce qu'on est inspiré par quelqu'un, ça c'est beau et il faut y aller. Mais se comparer et pour se rabaisser, ça surtout pas. Et dans les moments les plus durs, vraiment se dire que parfois on est à un pas d'un projet incroyable. Il y a plein de fois on a envie d'abandonner, en fait on tient le coup et il y a des super belles choses qui arrivent et c'est pas juste un adage ou quelque chose lancé comme ça, c'est vrai, ça arrive vraiment. Et le deuxième conseil un peu plus pratique pour le coup, c'est de se mettre aucune barrière dans le sens si vous voulez travailler avec quelqu'un et vous rêvez de travailler avec quelqu'un, bah écrivez-lui. Et en fait, on pense que ça marche pas et ça marche. Et j'en ai plein d'exemples, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, de juste parfois écrire à quelqu'un, même parfois sur Instagram ou quelque chose de random. On se dirait, mais la personne va jamais me répondre. Et en fait, si, il y a des gens, il y a plein de fois où les gens vont pas vous répondre et c'est comme ça. Mais les fois où ça va arriver et ça va se faire, vous serez extrêmement fiers de vous de pas s'auto-censurer en fait. Ça, c'est vraiment le conseil, c'est ne pas s'auto-censurer si vous voulez travailler avec quelqu'un, si vous voulez intégrer une école, si vous voulez travailler avec un réalisateur, une réalisatrice particulier ou un artiste en particulier. Et bon, écrivez-lui, en fait, trouvez un moyen de lui écrire. Il y a pas de... N'ayez pas peur de rêver trop grand, quoi. Moi, je déteste le terme d'être delusional, de se dire ah là là, c'est irréaliste. Non, il n'y a pas rien de irréaliste. Vraiment, ça veut rien dire. Si vous voulez travailler vraiment avec Hans Zimmer, bah, vous pouvez travailler avec Hans Zimmer. Vous pouvez trouver un moyen qu'il écoute votre musique. Vous voulez parler avec Billie Eilish, et ben c'est possible en fait. Vraiment, tout est possible. On est plus proche des gens que ce que l'on croit. Donc, On ne est pas à cette s'auto-censurer. relation, je crois, de... Oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Et dans la musique, franchement, on est plus toujours à deux. Ouais. Même des personnes très très connues. Ouais. En fait, c'est des petits milieux. Tout le monde se connaît un peu tout le monde. Donc, vraiment, ne pas s'auto-censurer et croire en soi. Merci. Peut-être un dernier conseil, pardon. Oui, oui. Parce que j'y pense là, ça reste un métier et je trouve qu'on travaille beaucoup, il n'y a pas de cadre, genre 9h, 18h, machin. Et du coup, c'est cool d'avoir d'autres hobbies à côté, de faire autre chose par exemple. Genre, je sais pas, souvent je suis fatiguée parce que je sais pas, j'étais en tournée, machin, et bah je rentre chez moi, je fais du jardinage. Je vais pas prendre ma contrebasse et continuer à bosser, enfin c'est vraiment cool de souffler, de faire autre chose, d'avoir d'autres passions, d'autres trucs, machin, faire du sport, je sais pas. Et même si c'est un truc obsessionnel et on est bien geeké et tout, c'est cool de faire autre chose de temps en temps. Donc voilà, juste, ça reste un métier quoi, et c'est pas un hobby. Ça peut l'être aussi évidemment, mais quand c'est ton métier, À genre, partir du moment où tu as envie, ouais, moi je conseille quand même de faire autre chose aussi quand même parfois, ça fait vraiment du bien. Voilà. j'adore. Un peu random, mais voilà, je trouve ça important. Bah, merci beaucoup à vous trois. Merci à Et toi. Merci. vous nous avez permis de découvrir le MIMS collectif et d'un autre côté découvrir un peu la réalité du métier. Donc merci beaucoup. Trop cool.